Voilà, Les aventures d'un sous-locataire de Yuri Bouddha. Et donc, Véronique est une traductrice bien connue. Elle traduit du polonais, elle traduit du russe. Et nous sommes ravis de l'avoir cette année parmi nos finalistes. Est-ce que le Zoom avec Christine fonctionne? Christine Zetounian n'est pas là parce que, comme pas mal de gens, tout le monde, pour des raisons sanitaires, se protège parfois un peu plus pour des raisons de santé. Donc, nous serons avec Christine par Zoom. Et Yuri Bouddha, lui, n'est pas joignable aujourd'hui. Bon. Irène, vous avez une question peut-être à poser tout de suite en attendant que Christine soit par Zoom. Je suis là. Je suis là. On m'entend pas? C'est parti. Je suis là pour l'instant. Je comprends pas. Là. On me voit? On m'entend? Non? Parfaitement, Christine. On vous entend et on vous entend. D'accord. Bah, bonjour à tout le monde. Ça me fait vraiment plaisir de vous voir, ne serait-ce qu'à distance. Oui, oui, bonjour Christine. Bonjour, on vous écoute. Donc, nous voudrions aujourd'hui présenter la traduction de Véronique Pat du livre de Yuri Bouddha, Les aventures d'un sous-locataire. Je dirais quelques mots de Yuri Bouddha, qui est un écrivain qui est originaire de Kaliningrad, l'ancien Königsberg. Il est né en 1954. Il a fait ses études à l'université de Königsberg et il est monté à Moscou en 1991. On retrouve d'ailleurs certains traits de l'auteur chez son personnage. Il est comme son personnage journaliste et il est également écrivain comme son personnage. Il a été lauréat de plusieurs prix littéraires, notamment le prix Bolchaïe-Knigue, le grand livre, en 2013, je crois. Et il a été traduit dans de très nombreuses langues. Il a eu 8 livres qui ont été traduits en français, ce qui est beaucoup pour la France. Voilà. Et là, c'est un auteur qui a un très beau style, qui est magnifiquement rendu par Véronique. Il a également, on peut dire, une plume non seulement acerbe, mais extrêmement cruelle. Ces livres sont d'une grande cruauté, d'une grande beauté, mais aussi d'une grande cruauté. Il y a des passages qui sont très forts, mais qui font très mal, aussi bien quand on les lit que sans doute quand on les traduit. Je pense que Véronique en parlera. C'est donc je crois que tous ces romans ont été traduits essentiellement chez Gallimard. Mais il y a également, je crois, un livre qui est paru aux éditions Interférence. Si j'ai bonne mémoire, oui, c'est ça. En ce qui concerne la traductrice, je voudrais aussi la présenter parce que c'est aussi son œuvre qu'on présente aujourd'hui. Elle est née en Belgique, en pays flamand. Et comme elle indique, dans ce milieu cohabitent 2 cultures et 2 langues. Et ça a sans doute marqué aussi sa carrière de traductrice. Le traducteur est toujours un être double, aussi bien dans sa vie que dans son œuvre, puisqu'il traduit quelqu'un d'autre, donc il est à la fois soit lui-même et l'auteur en quelque sorte, l'auteur transposé en français en l'occurrence. Sa carrière est également double parce qu'elle est non seulement traductrice du français, mais également traductrice du polonais. Elle a traduit une 50aine d'ouvrages de ces 2 langues. Et son domaine de prédilection est la littérature contemporaine. Voilà, je vais laisser la parole à Véronique parce qu'elle est tout de même la mieux placée pour parler du livre qu'elle a traduit.
Encore une fois, une traduction remarquable. On ne sent pas la traduction. Comme l'a dit Irène Sogolgorski, c'est vraiment le plus important dans une traduction, c'est que ça soit une œuvre où on ne sente pas que c'est une traduction. Merci Christine. Avant de parler du livre et de mon travail de traduction, je voudrais rapidement rendre un hommage à Semyon Mirski, l'éditeur de chez Gallimard, qui m'a confié cette traduction il y a 3 ans, en 2019 donc. Semyon Mirski était un grand ami de Bouddha, ils ont énormément échangé et vous entendez, oui? Après, oui. Ils étaient extrêmement proches et Mirski donc m'a proposé cette traduction. Je me réjouissais de travailler en sa compagnie. Malheureusement, il est décédé un mois après que le début de mon travail. Donc, je me suis sentie un petit peu orpheline et ça a été assez pénible pour moi et difficile. Voilà. Donc merci Semyon, c'est d'ailleurs lui qui a fait connaître Bouddha en France. Les 8 livres dont parlait Christine ont été introduits grâce à l'énergie de Semyon. Je ne sais pas très bien par quoi commencer. Enfin, Christine, vous avez un petit peu prévenu en parlant un petit peu de la noirceur du livre, enfin de la violence de ce livre, de la plume acerbe et cruelle de Bouddha, c'est vrai. C'est vrai que c'est un auteur qui est dont la plume est assez violente, mais pas que. Son écriture est tempérée par un humour énorme et c'est peut-être cela qui m'a permis justement de traverser je dirais pas que c'est une épreuve, mais c'est vrai que c'était un défi. Je crois que les traducteurs ou les traductrices qui sont ici seront d'accord avec moi pour dire que toute traduction est un défi. Avant de traduire le livre de Bouddha Stalin, j'ai traduit un autre petit livre pour Gallimard, également à l'initiative de Semyon Mirski, qui était un tout petit livre de Vsevolod Petrov qui s'appelle Turgayskaya Manon-Lesko. Donc c'est un tout petit livre apparemment limpide, facile, mais c'était un défi aussi immense que ce livre-là. En revanche, Stalin, on reparlera du titre après, mais les aventures d'un sous-locataire, quand je l'ai lu, j'ai eu un peu le vertige quand j'ai vu la masse de difficultés que j'aurai à affronter, qui sont somme toute classiques, mais je vous avoue que j'ai eu un moment de vertige. Voilà. Et petit à petit, j'ai réussi à les surmonter en prenant le temps. Il s'est trouvé que j'ai traduit ce livre dans une période où nous étions plus ou moins enfermés, donc je me suis vraiment concentrée sur ce travail avec beaucoup d'énergie. Alors, peut-être que, je ne sais pas si vous avez des questions à me poser ou pour diriger un petit peu plus précisément justement sur les difficultés que tu as pu rencontrer. Alors, elles sont multiples. Enfin, disons que au niveau linguistique, d'abord, c'est un livre qui m'a posé un certain nombre de problèmes, c'est-à-dire que Bouddha, comme dans tous ses autres livres, utilise plusieurs registres de langue. Donc, il utilise une langue qui est très poétique. Mais il y a par exemple, je vais vous donner 1 ou 2 exemples, mais énormément d'expressions, c'est pas argotique, la mat russe, c'est-à-dire la langue des truands. Alors, c'est le contraste justement avec cette langue-là et par exemple certains passages lyriques qui fait la beauté du livre. Et essayer de rendre cela en français, c'était pas évident parce que le mat, ça n'existe pas en français. On n'a pas on n'a pas ces expressions obscènes. Et donc ça, je peux dire que j'y ai passé un temps assez... j'y ai passé beaucoup de temps pour essayer de faire fonctionner ce contraste en français comme ça fonctionne en russe. C'est un roman polyphonique. Et ça aussi, nos voix sont toutes différentes. Il y a par exemple l'héroïne principale qui s'appelle Frine, qui est une femme admirable. Bon, c'est une étaïre, c'est-à-dire une pute de luxe, mais qui est absolument merveilleuse. Et quand elle s'exprime, elle a une langue extrêmement poétique. C'est-à-dire que chaque personnage a un parler qui est typé, et ça, c'est peut-être le problème
un des grands problèmes que j'ai eu, comme dans d'autres traductions. Un autre problème, c'est évidemment, donc Bouddha est un styliste, c'est une chose, mais c'est également un érudit. Et son texte regorge de références bibliques, littéraires, historiques, et c'est un texte qui est piégé, c'est-à-dire que très souvent il ne cite pas ses sources. Il ne dit pas que là, il fait une allusion. C'est une phrase de Nabokov, par exemple, qui est reprise de manière insidieuse. Et c'était à moi à débusquer donc tout ce genre de choses. Et j'ai passé des heures et des heures de vérification, ce qui était passionnant. Voilà. C'est un livre aussi, un livre kaléidoscope où il y a un nombre incalculable de personnages et d'histoires dans l'histoire aussi. Oui, c'est ça. Un nombre incalculable de personnages et surtout de femmes. De femmes, oui. C'est un peu une liste de Don Juan, à quelques mots, dans un certain sens. C'est amusant la manière dont il introduit son roman, parce que à première vue, on peut se dire que c'est un roman noir. Bon, ça va encore une fois la Tchernoucha, il montre, ça se passe dans les années 90, à une période terrible aussi qu'il a traversée avec douleur, mais il a une manière d'en parler avec un humour décapant. Et les femmes dont il est question, donc je crois qu'elles sont 25. Hein, j'avais relevé les prénoms, mais c'est assez drôle. Il y a Rosa, Larissa, Jana, Katia, Kalina. Elles se succèdent et toutes succombent à son charme, alors qu'il n'est vraiment pas beau. Et il le dit lui-même dès le début du roman. Il dit je suis modérément... Non, je ne suis pas un monstre. Je suis modérément laid. Je fais penser à ce personnage du tableau de Grant Wood, ce puritain aux oreilles en feuilles de chou. Enfin bon, bref, il se décrit comme un personnage plutôt moche, mais voilà, les femmes succombent les unes après les autres à son charme, et elles sont plus pour lui une muse que des maîtresses. Voilà. Ceci dit, c'est difficile en quelques mots de parler des difficultés que j'ai éprouvées. Je crois que c'est le lot de tous les traducteurs. Mais comme on le dit souvent tous, le métier de traducteur, finalement, c'est pas un métier de solitaire. C'est-à-dire que quand j'avais une difficulté, je restais pas seule devant mon texte ou devant une encyclopédie ou Internet, certes, je m'en suis énormément servi, c'est formidable, mais j'ai eu la chance d'abord de travailler avec une amie. Enfin, j'ai un réseau à Moscou dont une connaît très très bien Bouddha, donc elle a pu me dépanner. Mais par moments, je me suis trouvée dans... Les questions étaient tellement pointues, tellement étranges, que j'ai fait appel à l'auteur. Simone me l'avait dit qu'il n'y avait aucun problème. Nous avons collaboré avec beaucoup de joie. Je peux vous donner un exemple. Je crois que c'est dès le début du roman, oui, ça se passe dans les années 90 à Moscou, et un certain nombre de scènes se passent sur une place, mais il ne dit pas quelle place, il l'appelle Plieshka. Alors bon, la place Plieshka, j'ai beau chercher, j'ai cherché sur Internet, j'ai trouvé des renseignements complètement contradictoires, mon ami ne savait pas, et en fait, j'ai posé la question à Yuri qui m'a tout de suite répondu. En fait, il s'agit d'une place, c'est la place des Trois Gares à Moscou, Kazansky, Yaroslavsky, Leningradsky Vokzal, qui officiellement s'appelle Komsomolskaya Plochette. Mais pourquoi Plieshka? Parce que ça vient d'un mot russe qui veut dire calvitie. Et c'est en fait une place où c'est en fait une sorte de cours de miracle où dans les années 80-90 se retrouvait toute la pègre de Moscou, les prostituées, les stupéfiants, enfin les trafiquants de drogue, etc. Et à force de marcher en rond, vous avez formé une espèce de tonsure, si vous voulez. Donc comment faire pour le traduire? Donc j'ai pris la tangente. J'ai pas pu le traduire par calvitie, c'était absolument absurde. Mais enfin, il m'a mis sur la piste. Et voilà. Et donc, je vous donne je l'ai traduit par... j'ai fait une note à l'intérieur du texte. D'ailleurs, je vais peut-être parler des notes aussi, parce que c'était un problème. Et donc, j'ai la première fois qu'apparaît cette Plieshka, cette calvitie, j'ai dit la place des Trois Gares, parce que c'est comme ça qu'on l'appelle à Moscou, autrement dit la cour des miracles. Et après, comme ça revient 7-8 fois dans le texte, je reprends la cour des miracles
Je crois qu'on avait laissé des majuscules, oui, et le lecteur, je crois, comprend de quoi il s'agit. Et pour rebondir sur la question de Irène, en ce qui concerne les notes, je ne sais pas si j'ai bien fait parce que tous les choix ils ont un côté positif et négatif, mais j'ai absolument, j'ai essayé d'éviter de mettre des notes. Donc j'en ai mis je crois deux ou trois à propos des noms propres qui veulent dire quelque chose. Par exemple, le héros principal, Stalin. Stalin, c'est son prénom, s'appelle Igrouyev. Alors, je sais que Sophie, dans les traductions qu'elle a faites de Bouddha, très souvent, Sophie Bénèche, pardon, je ne l'ai pas citée, mais c'est elle qui a traduit le livre des autres livres. Elle a traduit Bouddha. Oui, oui. On en a parlé d'ailleurs beaucoup toutes les deux. Elle avait fait le choix de traduire les noms, c'est-à-dire Igrouyev, ça vient de Ivra, un mot russe qui veut dire le jeu. Et alors j'ai essayé, j'ai trouvé que ça ne fonctionnait pas. Donc là, j'ai mis une petite note en disant que voilà. Il y a également deux frères qui s'appellent Niepara, Gleb, Boris et Gleb. Donc c'est une allusion à deux martyrs russes. Là, pareil, j'ai mis une petite note explicative. Voilà. Bien, merci Véronique pour tous de dévoiler comme ça les coulisses, parce qu'en fait c'est toujours un petit peu mystérieux pour le lecteur de savoir ce qui se passe derrière. Et là c'était très intéressant. J'ai pas tout dit. Non, alors écoute, il faut continuer. Oui. Non. Non. Ah non, tu n'as pas tout dévoilé. Oui, je suis tellement énorme. Oui, mais bon, dans le cas de Bouddha, la difficulté était vraiment, et c'est aussi pour ça qu'on se retrouve finaliste des prix Russophonie, c'est-à-dire que quand le texte est difficile, le jury sait bien quelles étaient les difficultés à surmonter, et on peut voir comment elles ont été surmontées. Donc c'est vrai qu'un texte difficile est toujours remarqué quand même par le jury. Il me semble que Christine devait lire. Christine est toujours là? Oui, Excuse-moi Christine, avant que elle veut lire un passage, c'est ça? Oui, j'ai appris très récemment que Yuri ne pourrait pas être présent aujourd'hui, donc il m'a écrit et il m'a demandé de passer quelques petits, de lire quelques passages sur son texte. Bien sûr. Voilà. Et ça répondra peut-être à un certain nombre de questions qu'on peut se poser. Donc, il vous salue tous, il regrette beaucoup de ne pas être présent, mais alors, il a été souvent interrogé sur le titre du roman. En russe, c'est Stalin, c'est-à-dire Stalin, les aventures d'un sous-locataire. Et l'éditeur, Gallimard, a préféré, pour des raisons que je regrette un petit peu, supprimer le mot Stalin dans le titre. Donc, pour être honnête, au début, j'avais beaucoup de titres, dit-il. Mais au fur et à mesure que j'écrivais le livre, ils se sont limités d'eux-mêmes, les uns après les autres, jusqu'au moment où il n'en est resté qu'un, le titre définitif Stalin. C'est un titre provocateur, mais sur un plan ludique. Et pour qu'il ne reste pas bêtement tout seul, j'ai ajouté un sous-titre, Les aventures d'un sous-locataire, qui renvoie à une tradition particulière, celle du roman picaresque. Il est important que le titre et le sous-titre forment un tout, entraînant le lecteur dans le jeu. En tout cas, je voudrais que dès les premières pages, le lecteur ressente ce qu'est ce jeu et ne se casse pas la tête avec toutes sortes de bêtises, renvoyant par exemple à Lénine ou Staline. Est-ce que j'ai le temps de continuer un petit peu? Un petit peu. Après, il y a eu beaucoup de questions, et moi aussi, sur le genre du roman. C'est un roman un peu inclassifiable. Alors, Bouddha, j'ai un petit peu synthétisé ses propos. Il est étonnant que dans les années 90, personne n'ait écrit de roman picaresque. L'époque s'y prêtait pourtant à merveille. Mais pour être honnête, lorsque je me suis lancée dans l'écriture de ce roman, je ne savais pas ce qu'il en sortirait. Je présumais que ce serait une histoire d'un provincial rêvant de conquérir le monde, ou du moins Moscou. Dans ce sens, et seulement dans ce sens, mon héros principal
mais proche. Pourtant, vu son caractère et vu les circonstances, il ne devient ni filou, ni escroc, ni tricheur. Si bien qu'il est tout simplement impossible de dire de Staline ni Brouilleff que c'est un Picaro, un héros classique d'un roman picaresque. C'est plutôt le héros d'une époque picaresque, une époque de grands bouleversements. Deux petits paragraphes encore. Alors après, moi, je pense que c'est aussi un roman d'apprentissage. Alors, oui, dans la mesure où le héros rencontre souvent des personnes intelligentes, les femmes surtout, il réussit à traverser la tornade des années 90 que nous avons tous traversé. Et en discutant, en débattant, ils essaient d'exprimer leur rapport à la vie. C'est elles, pardon, c'est les personnes. À la réalité. Donc, effectivement, Staline, sans être vraiment un roman d'apprentissage, fait référence à ce genre, au Bindungs roman, je le prononce mal. En fait, Staline est une symbiose de genre, ou plutôt une allusion à une symbiose de genre. Et enfin, sur le roman autobiographique, Christine, tout à l'heure, en a touché un mot. Comme je l'ai dit déjà, ce qui me rapproche du héros, c'est son origine provinciale et certains éléments biographiques. Comme moi, Staline est journaliste, écrivain. Pour le reste, je ne crois pas que j'ai grand-chose à voir avec lui. Les adeptes de la méthode biographique, bien sûr, ne me croiront pas. Mais je ne pense pas qu'il faille, par exemple, voir dans chaque personnage de Leskov lui-même. Bon, j'ai donné naissance à Staline, qu'il vit sa vie. Voilà. Merci, Véronique. Merci beaucoup. Donc, Christine, tu reprends la parole et pour nous lire quelques lignes de la traduction du texte russe ou français. Je lis en russe ou en français, là, j'ai pas compris. Pardon, en français? En français, oui. Ah, en français, d'accord. Lorsque la vie devient nauséabonde et insupportable à souhait, je me réfugie dans un monde où il y a toujours de la lumière et de la chaleur, où l'harmonie est inébranlable et l'ordre immuable, où il n'y a ni passé, ni avenir, ni tristesse, ni joie, où l'existence est soumise à la raison pure et regorge de beauté immortelle. Un monde où chaque jour se croisent les vies de 7 millions d'étudiants, de femmes enceintes, de criminels, de fonctionnaires, d'ivrognes, d'invalides, d'accordéonistes, d'homosexuels, de retraités, d'idiots et d'idiotes, de Russes, de Juifs, de Moldaves, de danseurs, de lieutenants, de coursiers, de génies, de plombiers, de rêveurs, d'hommes parasés, de dondons, de tziganes et de poètes, où l'air est entièrement renouvelé toutes les 2 heures. Je descends dans le métro. Sans doute, aucune autre ville au monde ne trompe les hommes autant que Moscou. L'homme essaie de trouver un sens dans l'accumulation de ces immeubles impersonnels, alignés le long d'avenues tout aussi impersonnelles, et il ne le trouve pas. Il essaie de comprendre Moscou en errant dans les quartiers où ont été préservées les vieilles églises et les hôtels particuliers qui ont gardé la mémoire d'Ivan le Terrible et de Léon Tolstoï. Mais il ne comprend pas. Finalement, il se retrouve près du Kremlin et il lui semble enfin qu'il a trouvé et compris. Voilà l'image de Moscou, voilà l'image de la Russie, voilà le but et le sens du peuple russe. Sa forteresse médiévale, la plus grande du monde, ses tours pointues avec des étoiles et des aigles à 2 têtes, ses murs écarlates, ses coupoles d'église, notre axe, notre pilier, notre centre, car les Russes sont un peuple du centre, un peuple qui n'éprouve pas le besoin d'être important au premier parmi les autres peuples. Ce qui lui importe, c'est d'avoir un centre. C'est pourquoi, même si un jour le Kremlin devait s'effondrer, les Russes, à peine émergés des décombres de l'histoire, commenceraient par en construire un nouveau, avec des tours, des remparts, des étoiles, des aigles et des drapeaux, parce que, privés de centre, ils ne sont pas un peuple. Ils ne sont pas le peuple qui, pendant 1000 ans, se soumettant à la volonté divine, a attiré et continue d'attirer une centaine de peuples autour du Kremlin. Pourtant, même le Kremlin est trompeur. Même lui n'explique pas Moscou jusqu'au bout. Moscou
restera de toute façon la ville de l'idée et de la géométrie, tant que vous ne serez pas descendu dans le métro. Merci Christine. Tu voulais ajouter quelque chose? Non, je pense que cette lecture de Christine donne une excellente idée à la fois du roman de Bouddha et du style de Bouddha et du travail de Véronique que l'on peut applaudir.